Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de l'Égypte dans toutes les civilisations parce que ce qu'on vous raconte à l'école, c'est vraiment du n'importe quoi. Ici, je vais vous apporter des images et des récits et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. C'est parti, générique. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Je vais vous montrer une image et quiconque parmi vous qui me regardez, vous allez me dire si aujourd'hui il y a un monument ou une œuvre ou quoi que ce soit qui a pu rivaliser avec ce monument construit en Afrique par les Africains, par le peuple Kemet. Vous allez me dire qui ou quoi a déjà rivalisé cet objet, cette œuvre. Cette œuvre est à la base de toute civilisation, de toute intelligence, de tout et n'importe quoi que vous voyez en Grèce, à Rome, à l'Occident, États-Unis, Sud-Amérique, Japon, toute construction confondue. Cette pyramide, personne n'a pu rivaliser. Ça a été édifié par qui? Par les Noirs, par les Africains. Il faut que vous le sachiez, peuple africain, que vos ancêtres étaient des scientifiques. C'est eux qui ont fait d'abord l'imaginaire des dieux et tout ceci. Ce n'était pas pour que vous puissiez imaginer le Dieu extérieur, mais le divin qui est en vous. C'était des scientifiques. Ce n'était pas des comiques, comme vous le voyez ici, comme tous les gens, les chrétiens, les musulmans, tout ce que vous voyez. Je ne suis pas là pour critiquer les religions, mais pour vous faire voir à vous, le peuple noir, que vous êtes à côté de la plaque. Comment est-ce que un maître peut naître et puis faire passer ses enfants comme des maîtres? Ce sont des choses qui n'ont pas pu exister et qui ne peuvent pas exister. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu devenir aussi, excusez-moi du terme, idiot. La pyramide et les sphinx, ce sont les œuvres qui défient le temps. C'est des œuvres qui resteront pour l'éternité et qui a été construite par vos ancêtres, les Kemet, vos ancêtres. On a beau inventer les extraterrestres, les civilisations qu'on ne connaît pas, ou les dieux, ou tout ce que vous voulez, c'est du baratin. Ce sphinx et cette pyramide a été construite par vos ancêtres, les Kemet, vos ancêtres. Aucune personne. Malgré que l'Occident va blanchir, va faire en sorte de vous effacer, les gars, on dit toujours que la nature prend toujours le règne. Eh bien, à un certain moment, on commence à s'éveiller, à se réveiller et à voir la réalité en face. On a beau raconter dans les médias, mettre dans des films, blanchir les couleurs, la pyramide, le sphinx, sont où? En Afrique, dans le centre de la Terre. Nulle part ailleurs. Nous étions des explorateurs à l'époque. On explorait le monde. On a enseigné tout ça dans le monde. Je vais vous montrer un documentaire qui le montre. Et posez-vous les bonnes questions. Et commencez à arrêter de prier Dieu, Allah, Judas ou je ne sais plus qui, les Juifs ou je ne sais même pas quoi. Arrêtez avec ces conneries. Concentrez-vous sur vos connaissances de vos ancêtres scientifiques. Arrêtez avec tous ces trucs-là qui vous rendent complètement débiles. La preuve, l'Europe est pauvre, pauvre, pauvre. L'Afrique est riche, on n'arrête pas de se le spoiler tous les jours, mais la science Kemet continue à façonner le monde entier, continue à donner des gros points d'interrogation au monde entier. La preuve, les gens viennent toujours visiter, que ce soit
Machu Picchu ou tout ce que vous voulez, ça n'a pas été les Incas qui ont fait ça. C'est nous, vos ancêtres. Aussi simplement que ça. Vénérez vos ancêtres et vous allez voir. Je vais vous montrer une émission qui confirme que tout ça, tout ce qu'on vous raconte dans les médias, c'est du n'importe quoi. Que scientifiquement et visuellement, il n'y a pas photo. Voici l'Égypte, le Caire et le plateau de Gizeh, avec ses 3 grandes pyramides, celles de Khéops, Képhren et Mykérinos. La pyramide de Khéops était revêtue de pierres en calcaire blanc qui ont totalement disparu aujourd'hui. Il y a des pyramides plus petites autour d'elle, dites satellites, des temples où il ne reste que des ruines, des mastabas, une sorte de tombe sanctuaire. Et plus bas, la statue monumentale du Sphinx et le temple de la vallée. À l'intérieur de la Grande Pyramide, il y a 2 couloirs, des tunnels, une chambre sous terre à 30 mètres, une chambre au milieu dite la chambre de la reine, une chambre haute dite la chambre du roi, une grande galerie inclinée et 4 conduits qui traversent la pyramide. Mais qu'est-ce que cela a d'exceptionnel et de hors du commun? Vous êtes au pied des pyramides pour prendre une photo. Arrêtez-vous un moment et réfléchissez un peu. Imaginez-vous en train de pousser et de tirer une pierre de cette taille avec 50 autres personnes. Ensuite, imaginez faire cela avec une 2e pierre, puis une 3e, que vous devrez soulever à 5 mètres de haut, puis à 10, à 20, à 40, 80, 120 mètres. Il y en a 2 800 000 qui vous attendent comme celle-ci qu'il faudra transporter et hisser. C'est vertigineux. Vous apprenez ensuite qu'un bloc de granit pèse 70 tonnes, soit le poids de 3 camions poids lourds chargés, puis qu'à l'intérieur, il y a 1500 tonnes de granit venues de 900 km. Une sorte de vertige vous prend. Vous venez de mettre le doigt dans l'engrenage et vous êtes forcé de constater humblement que le mystère des pyramides n'est pas exagéré. Voici les hypothèses. Pour les égyptologues, ce sont les Égyptiens qui ont construit la pyramide, point. Ils ont réalisé les prouesses suivantes. Ils ont rasé et nivelé la colline pour y poser la pyramide et une centaine de mastabas. Du début du plateau jusqu'au bout, soit 250 mètres plus loin, la base de la pyramide est parfaitement horizontale, à 21 mm près. Ils ont creusé un tunnel de 80 mètres de long, qui descend à une profondeur de 80 mètres dans la roche, large d'1,10 m par 1 mètre, avec seulement une erreur d'1 centimètre du début à la fin. Voici un tunnel de notre époque. Ils ont taillé et transporté environ 130 blocs de granit de 12 à 70 tonnes venus d'Assouan, et ils les ont montés à 80 mètres de hauteur. La pyramide n'est pas construite à 4 faces, mais à 8 faces en apothème concave. La pyramide est orientée au nord avec une erreur de 0,05 degrés. Selon les égyptologues, cette construction a duré environ 20 ans, c'est-à-dire un bloc taillé, transporté et posé toutes les 3 minutes. Il est impossible de passer une feuille entre les blocs. Comment expliquer que ces blocs de plusieurs tonnes aient pu être taillés avec autant de précision? Nous sommes à l'époque du cuivre et logiquement la construction a dû être réalisée avec un burin en cuivre et une boule de cailloux. Telle est la théorie des académiques. Poursuivons avec d'autres prouesses dans la précision. Le tunnel descendant forme un angle de 26 degrés et 2 dixièmes et cet angle est identique dans le couloir ascendant. Un rapporteur des collines n'affiche pas les 2 dixièmes. Mais le plus impressionnant reste à venir avec le tunnel souterrain sud et le tunnel de service à 30 mètres sous terre. À vue d'œil, ce sont de vulgaires tunnels. La hauteur de l'entrée est de 79 cm, laquelle se termine 16 mètres plus loin avec un écart de 5 cm. Sa largeur est de 75 cm et finit à 76 cm, soit une différence de 1 cm. Un rectiligne quasi parfait. Comment fait-on pour construire ce tunnel avec une telle précision sous terre?
les Égyptiens sont allés encore plus loin dans leurs exploits. Le puits de service démarre près de la chambre souterraine, monte quasiment à la verticale sur 10 mètres, pour continuer sur 26 mètres avec un angle de 45 degrés, avec des dimensions parfaites, 68 cm par 68 cm. Georges Goyon pense que le puits de service a été creusé par des voleurs, du bas vers le haut, peu après les funérailles. Ainsi, les voleurs auraient pris le temps de creuser un tunnel parfaitement rectiligne. Gilles Dormion pense au contraire que le tunnel a été construit par les bâtisseurs et qu'il a été creusé du haut vers le bas. Les encoches pour poser les pieds sont beaucoup trop petites pour que l'ouvrier puisse y rester longtemps suspendu dans le vide, sans corde, en creusant au-dessus de sa tête. Pour creuser ces 3 tunnels et la chambre souterraine, il faut résoudre 4 problèmes. Nous avons besoin de lumière, d'une solution pour faire des mesures précises, des outils durs pour creuser, des conditions de travail correctes et surtout, une solution pour évacuer le CO2. Le plus grand problème est en effet le CO2. Lorsqu'un ouvrier travaille, il expire du CO2. Ce CO2 va s'accumuler au fond. Au bout d'1 heure, il y a 15 cm. 2 heures plus tard, 30. C'est la mort assurée s'il ne sort pas immédiatement. Si ce CO2 n'est pas évacué, il reste là durant plusieurs semaines. Là, je vais montrer que le CO2 s'écoule dans la galerie, il reste au fond. Donc je prends un gaz qui a la même densité que le CO2, il a la propriété d'être coloré, c'est bien qu'on peut le voir. Mais c'est un gaz parce qu'on voit bien qu'on voit à travers. Et donc là, maintenant, on s'écarte un petit peu et je vais verser ici le CO2 dans ce bocal et on va voir ce qui se passe. Et on voit que le gaz qui représente le CO2 reste au fond de ce cristallisoire. Et ça montre également que O2, l'oxygène, il va pouvoir aller aussi par gravité au fond du tunnel. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas creuser un tunnel, avec mon hypothèse, vers le haut, parce que l'oxygène ne le montrait pas. Donc, un ouvrier va expirer 140 grammes de CO2 en 1 heure. Et la chimie explique que 40 grammes de CO2 sont fixés par 100 grammes de calcaire. 100 grammes de calcaire, c'est ça. Dans cette expérience, je souhaite montrer que le CO2, qui est l'atmosphère de ce ballon, est fixé par le calcaire, ça c'est la craie calcaire, j'en ai mis un peu de poudre ici, dans l'eau qui est là et que je vais agiter tout à l'heure. Ça, c'est simplement un niveau qui permet de voir s'il y a de la consommation de CO2 dans l'air. Donc, je mets le niveau à 0 et on y va. Je mets la craie et au moment où j'agite, on va regarder l'index ici. Eh bien, on voit que l'index montre qu'il y a du CO2 qui est fixé par le calcaire. Que le calcaire a la propriété de fixer le CO2 quand il est mouillé. Et ça, c'est une explication assez simple, parce que de l'eau, il y en a sur place, où on peut en apporter. Et ensuite, le calcaire qui a été excavé, il est remonté à la surface avec le CO2 qui a été fixé. Supposons qu'ils aient réglé, on ne sait pas comment, le problème de la lumière, de l'outil pour mesurer précisément, de l'outil dur pour creuser, qu'ils aient trouvé le moyen d'évacuer le CO2. Reste le problème qu'il est techniquement impossible de creuser vers le bas. Il faudrait un bras de 2 mètres pour atteindre le fond. Si on peut donner quelques théories sur la construction des pyramides et sur la manière dont les pierres ont été montées à 80 et 140 mètres, là, nous n'avons aucune explication. C'est le noir total et ce n'est pas fini. Voici la tour Pardieu à Lyon, surnommée le Crayon. Une tour qui se termine par une pyramide sur le dessus. Le dernier étage se situe à 144 mètres, une hauteur équivalente à celle de la pyramide de Khéops. Les 2 conduits de la chambre médiane arrivent à la hauteur de 80,72 mètres pour l'un et à 80,73 mètres pour l'autre, soit une erreur de 1 cm sur une distance totale de 100 mètres. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à une telle précision? Avec ceci, la théorie officielle dit que ces 4 conduits sont des conduits pour guider l'âme du roi. Pour d'autres, ce sont des conduits d'aération, ou des conduits pour viser les étoiles, ou encore des conduits pour remplir avec de l'eau. D'accord, mais ces conduits sont bouchés, et ceux de la chambre médiane étaient bouchés des 2 côtés jusqu'en 1872. Pourtant, les égyptologues insistent.
En 2013, au bord de la mer Rouge, un papyrus est découvert. Le papyrus de Merer, le journal de bord du capitaine qui date de l'époque de Khéops. C'est le papyrus le plus ancien jamais découvert. Un film documentaire est réalisé et diffusé sur les chaînes. Ce film est une interprétation, une fiction, et loin d'être la réalité scientifique. Dans le film, en théorie, les travailleurs taillent le bloc dans la masse avec des pioches en cuivre. En réalité, les figurants détachent la pierre du massif avec des pioches en acier. Avec des pioches en cuivre, ce bloc se détacherait au bout de 10 ans. Enfin, ils détachent un bloc de 3 tonnes. Dans ce papyrus, il n'est pas fait mention de la taille de la pierre transportée par Merer. Elle pourrait peser 10 kilos, comme 10 tonnes. 3 tonnes, c'est une très petite pierre en Égypte. Le bateau reconstitué avec soin et fidélité a failli couler avec le bloc. Même en enlevant une tonne, le bateau avait du mal à supporter ce poids. Il risquait de chavirer à tout moment. Comment transporte-t-on cette pierre du parement d'origine qui pèse 10 tonnes? Avec quel bateau? Plus tard, le film montre que 40 hommes peinent à tirer la pierre pesant 2 tonnes depuis le port jusqu'au chantier. Comment ont-ils fait alors pour tirer la pierre en granit de la chambre du roi qui pèse 70 tonnes et le monter à 50 mètres de hauteur? Le seul témoignage ancien à propos de la construction de la pyramide est celui d'Hérodote, né 2000 ans plus tard. Hérodote a entendu cette histoire racontée par les prêtres égyptiens à Memphis pendant son voyage en Égypte. Hérodote explique que les pierres étaient hissées avec des grues. Ainsi, beaucoup d'égyptologues proposent leur théorie sur la base du récit d'Hérodote. Et puisque les blocs sont très lourds, rien de plus logique que de penser à des rampes et à des grues. Des dizaines de modèles de rampes. Ainsi, chaque égyptologue va inventer sa rampe. Voici la rampe enveloppante de Georges Goyon, la rampe de Borchardt, de Jean-Pierre Adam. Le problème est que parmi toutes ces théories, aucune n'a été expérimentée grandeur nature. C'est-à-dire par exemple de tenter de hisser au moins 2 pierres à 10 mètres de hauteur. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où se trouve la carrière qui a fourni les pierres d'intérieur. De là, là ou là. Dans un documentaire, l'architecte Jean-Pierre Houdin, en collaboration avec les laboratoires Dassault Systèmes, vont développer une théorie et comme tant d'autres, en proposant encore une rampe. Ici, la rampe est aussi monumentale que la pyramide elle-même. Cette rampe est reprise dans le film hollywoodien 10 000 ans avant Jésus. Hollywood y rajoute aussi des mammouths. On y voit des Égyptiens méchants maltraitant des mammouths qui tirent les blocs de pierre. Bien entendu, aucune trace de mammouth ni de la rampe n'ont été trouvées. La rampe à elle seule est un ouvrage monumental dont le démantèlement aurait dû laisser des traces. Ce chantier vu par Jean-Pierre Houdin nécessiterait des centaines de milliers d'ouvriers. Dans son animation en 3D du documentaire, on voit bien que les Égyptiens ont du mal à hisser et à poser les pierres toutes les 3 minutes. Et cette théorie présente encore d'autres incohérences. 600 hommes tirent un bloc de granit de 60 tonnes, c'est-à-dire 100 kg par personne. Je dirais, pour être plus réaliste, 50 kg par personne, donc 1200 hommes sont nécessaires pour tirer ce bloc. Sinon, les travailleurs pèteraient un câble. Et si en effet, ils peuvent transporter un bloc de 60 tonnes, comment font-ils avec ce bloc de granit d'Assouan de 360 tonnes? Combien de personnes faut-il? 7200 hommes? Jean-Pierre Adam, un autre égyptologue, y va encore plus fort. Ce sont les bœufs qui ont tiré le bloc de pierre, et je suppose que ce monolithe aussi. C'est seulement le socle de la statue de Ramsès. Au passage, je rajoute qu'il faut amener ce monolithe de l'autre côté du Nil, 200 km plus loin. Avec quel bateau? Bon, 360 tonnes, ce n'est pas assez. Il y a aussi l'obélisque d'Assouan, 1200 tonnes de granit qui les attend. Voici quelle sorte de grue et combien il en faudrait pour le soulever. Selon Jean-Pierre Adam, il faudrait 12 000 hommes ou 8 à 9 000 bœufs. Ce n'est plus de la fiction, mais de la science-fiction, ou un dessin animé, comme vous voulez. Personnellement, je préfère la théorie des extraterrestres qui les auraient transportés grâce à leur technologie supérieure. Les égyptologues nous rassurent avec une explication de sortie. Après un dur labeur pour tailler cet obélisque, les ouvriers se rendent compte qu'il est trop lourd et qu'il est fissuré, et le laissent tomber. Bon, 1200 tonnes de granit, ce n'est toujours pas assez. Nous arrivons à la pyramide de Mykérinos
dont l'extérieur était revêtu de la quantité ahurissante de 103 000 tonnes de granit. Se contenter d'imprimer des livres en millions d'exemplaires montrant des travailleurs qui tirent des pierres ne veut pas dire que ce soit une réalité scientifique ni la vérité. Il y a un problème avec le granit. En 1920, l'égyptologue Engelbach publie un livre sur l'obélisque d'Assouan. Ne trouvant aucune trace de piquage et de burinage sur l'obélisque, il propose l'hypothèse de l'utilisation de boules de dolérite qui se trouvaient tout autour. Depuis, les égyptologues ont repris cette idée et l'ont approuvée. Je trouve que les égyptologues ont beaucoup d'humour et de finesse. À chaque fois qu'ils trouvent un objet à côté d'un monument, ils affirment que c'est l'outil avec lequel cela a été réalisé. Je n'imagine pas la suite s'ils avaient trouvé une cuillère. Sans avoir trop de connaissances en physique, on sait que deux matériaux de même propriété vont se repousser. Effectivement, quand on tape sur du granit, la boule de dolérite rebondit. Alors si vous vous demandez avec quel type d'outils ils étaient capables de tailler un obélisque aussi grand dans du granit, eh bien j'ai la réponse pour vous, bande de petits curieux. Voilà les outils. Oui, moi aussi ça m'a paru absurde quand on m'a dit ça, mais les outils qu'ils utilisaient, c'était uniquement des boules d'une pierre qui s'appelle la dolérite qui se forme, mon Dieu elle est brûlante, qui se forme naturellement dans la région. C'est des boules qui font en moyenne 5 kg et la méthode elle est relativement simple, hein. Tu prends une boule, tu tapes comme un sourd sur le granit et tu vois ce que ça donne. Suite à des expériences, on a estimé qu'il était possible en 1 heure de travail d'user 5 mm de granit sur l'équivalent de la surface de la pierre. Donc autant vous dire qu'il faut déjà avoir des bons bras et surtout de la patience. Bon allez, je vais vous faire une petite démo parce qu'après tout c'est pas bien compliqué. Alors pour être tout à fait honnête, bon là c'est pas la première fois que je l'essaye, hein. Là je l'ai fait 10 secondes pour vous montrer, mais je suis déjà venu ici, j'ai essayé déjà pendant plus longtemps. Je ne suis pas entièrement convaincu par l'outillage, parce que là on s'amuse à taper, effectivement on voit qu'au bout d'une dizaine de coups on a un petit peu égratigné le granit, mais le truc c'est qu'eux avec cette boule, ils ont fait ça derrière. 42 mètres de haut, 1200 tonnes. Voilà. Le granit est l'une des pierres les plus dures sur Terre. 7 sur l'échelle de dureté Mohs. De nos jours, on coupe le granit uniquement à l'aide d'une scie dentée en diamant, refroidie avec de l'eau et en ligne droite. Dans les documentaires officiels, on nous montre des expériences où l'on coupe du granit avec une scie en cuivre et du sable. Ils ont réussi à couper en ligne droite et à sortir une carotte cylindrique. Tout est explicable avec des mots. Mais comment coupe-t-on au moins 3500 ans avant Jésus-Christ ce vase en gabbro, matériau encore plus dur que le granit? Ou ce vase en trachyandésite? Pas moins de 35 000 vases comme ceux-ci ont été trouvés à Saqqara. Comment réalise-t-on en moins 1800 avant Jésus-Christ ces courbes de la statue de Sénosré en migmatite, roche de dureté 7, ou celle de la statue de Mykérinos et de ses princesses en gros waké, dont la dureté est supérieure à celle du granit? Et ce vase en gneiss de 3 mm d'épaisseur? Ou le fameux disque de sabou en schiste? Quel est donc cet outil extraordinaire qui entaille le granit comme du beurre? Ou peut-être qu'il y a 4500 ans, le granit était tendre comme de l'argile? Ces observations posent des problèmes fondamentaux. On nous explique que les chevrons en calcaire forment une voûte de décharge de poids. Pourquoi le plafond de la chambre souterraine n'est-il pas en voûte? Pourtant, il doit soutenir toute cette masse rocheuse en plus de la pyramide elle-même. C'est ça la science. Faute d'explications rationnelles et cohérentes, nous avons aujourd'hui toutes sortes de théories, les unes plus déroutantes que les autres, et toujours sans preuve. C'est le cas de ce documentaire et de beaucoup d'autres. Les documentaires laissent comprendre qu'il s'agit soit d'extraterrestres qui ont bâti les pyramides, soit une civilisation disparue, les Atlantes, ou bien les deux ensemble, main dans la main. Ils vivaient sur Terre et avaient assimilé une grande connaissance technologique. Suite aux changements climatiques brutaux ou à une catastrophe naturelle, les Atlantes et l'Atlantide ont disparu il y a 10 000 ans sans laisser de traces. Bref, les seules traces qu'ils aient laissées, ce sont les pyramides.
Ensuite, les Égyptiens arrivent, trouvent ça très beau et décident de les entretenir. C'est ce que pensent Graham Hancock et beaucoup d'autres. Une théorie très logique, puisque pour couper le granit, il faut une machine comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il faut de l'électricité, une centrale électrique, des machines en acier, des ingénieurs, des écoles et des universités. Bref, 5000 ans d'évolution technique et scientifique. Concernant les constructions des pyramides, ils n'avancent aucune explication scientifique. Ils sont tous unanimement d'accord. Ce ne sont pas des tombes. Selon eux, les Atlantes, ou des bâtisseurs anciens inconnus, ont coupé ces pierres avec des machines puis ont construit tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, ils ont légué ces machines aux Égyptiens, qui les ont utilisées pour faire des statues et pour graver les batailles, mariages, naissances, etc. en hiéroglyphes. Enfin, les Égyptiens ont détruit tous ces outils sans laisser de traces. Après avoir construit les pyramides, les Atlantes ont confié le ménage et l'entretien aux Égyptiens. Certains pensent que la pyramide était un instrument hydraulique, mais on ne sait pas dans quel but. Pour d'autres, la pyramide serait un récepteur-émetteur pour se connecter avec d'autres univers et le sarcophage pour allonger la vie. On se couchait dans le sarcophage et hop, quelques heures plus tard, on avait rechargé 100 ans de plus. Pour Chris Dunn, la pyramide de Khéops serait une centrale énergétique utilisant des ondes et des résonances magnétiques, des systèmes antigravitationnels. Affirmation appuyée avec de nombreuses conférences, des présentations et des voyages dans le monde. Dans cette nébuleuse, les artistes ont aussi leur mot à dire, en épaississant toujours plus le mystère. Mais les extraterrestres et les Atlantes n'ont laissé ni traces ni matériaux. Pas de fer, ni d'acier, pas de cristal, ni de plastique, pas de métaux ou de matériaux composites. Que des pierres. Bizarre, non? On attend toujours de voir les extraterrestres sur les grandes chaînes du journal de 20 heures filmées en HD. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de civilisation ultra développée ou d'extraterrestres antérieurs aux Égyptiens. Bref, une mixture incroyable, on n'y comprend plus rien. Une dernière pour la route. Si on divise la largeur de la pyramide par la moitié de la hauteur, on obtient pi 3,14. On trouve également le nombre d'or et le pi dans la chambre du roi. Les faits sont là et tout le monde peut le vérifier sur place ou avec des documents officiels. Ces deux chiffres et beaucoup d'autres sont des constantes universelles. Les constantes universelles sont les frontières infranchissables de notre réalité. Un peu comme les règles d'un jeu. Officiellement, le pi est découvert par Archimède vers 287 avant Jésus-Christ. C'est du simple hasard, crient les égyptologues. C'est voulu, s'entête Jacques Grimaud. Rainer Stadelmann trouve un pyramidion à Dachour qui mesure 100 cm de hauteur. Les égyptologues sont unanimes, c'est du hasard là aussi. Donc l'unité métrique, on la retrouve sur la Grande Pyramide, notamment dans la chambre haute. Il y avait une publication en 1952 du docteur Funk-Ellet qui avait proposé que la Grande Pyramide, qui avait une chambre haute qui était un double carré au sol, avait un périmètre de 60 coudées ou de 10 fois le nombre pi en mètres. Donc ça, c'est la première fois que l'unité métrique a été proposée comme mesure employée par les Égyptiens, en plus de la coudée royale. Tout le monde est d'accord sans exception sur une chose. Pas de cheval, le bois était rare, pas de roues, pas de fer, ni de mathématiques. Bref, l'Égypte était au stade post-primitif. Les humains viennent de sortir de l'âge de pierre et ils se mettent à construire des pyramides phénoménales avec des propriétés mathématiques et non pas une, mais une centaine. Des pyramides complexes, sans explication crédible sur leur construction. Des obélisques granitiques gigantesques en un seul morceau avec des hiéroglyphes parfaitement gravés. Des temples imposants. Des murs à la conception compliquée. De la poterie à couper le souffle en durite, basalte, granit, impossible à tailler avec les machines les plus sophistiquées. Des statues monumentales en granit, quartz, schiste, les matériaux les plus durs. Des mathématiques et une géométrie de haut niveau comme par hasard. Alors, qui l'a construite et comment? Les Égyptiens? Les extraterrestres? Les Atlantes? Les extraterrestres associés avec les humains? Y a-t-il une évolution linéaire et graduelle de l'humanité ou un zigzag? À qui le trophée? Il faudra donc qu'on m'explique comment est-ce qu'ils ont pu faire une prouesse pareille.
Ça, même le plus grand scientifique de cette ère-là, de cette ère ici, on est en 2021, bientôt 2022, et là on parle de moins 500 avant, soi-disant, le Christ. Et 2021, il n'y a pas un seul cerveau aussi intelligent pour réaliser ce genre de prouesse. L'Occident, il faut toujours qu'il s'invente des histoires. Si ce n'est pas les extraterrestres, il va vous inventer des rampes. En fait, il ne cherche pas à communiquer avec les gens qui habitent pas en Égypte, hein, parce que les Égyptiens qui habitent en Égypte n'ont plus rien à voir avec les Égyptiens de l'époque, je veux dire le peuple kémite, mais le peuple soudanais, ils auraient peut-être des réponses là-bas. Ils vont se faire des théories parce qu'ils pensent qu'ils ont un cerveau ou qu'ils savent mieux réfléchir, ou parce qu'ils sont en 2021 qu'ils savent mieux réfléchir. Mais en fait, ils inventent des théories encore plus idiotes les unes envers les autres. Mais allez trouver la réponse. Le problème de l'Occident, c'est ça. Il a réponse à tout. Il a réponse à tout. Jusqu'à ce qu'il nous en fait croire carrément qu'il y avait des extraterrestres, des bonhommes verts. Et on a failli avaler ça. On doit sérieusement envisager la possibilité que les humains viennent d'un autre monde. Et si certains de nos enfants venaient des étoiles? Ces êtres voulaient avoir des rapports sexuels. Impossible de résister ou de faire quoi que ce soit. Le but de ces rencontres sexuelles semble être un programme de croisement génétique. Ces enfants font peut-être partie d'une nouvelle race qui vit parmi nous aujourd'hui. Sexe, aliens et filiation. Alien Theory, nos véritables origines. Samedi à 20h45 sur RMC Découverte. Pour ceux qui doutent encore comme quoi que les pharaons seraient peut-être, comment on va dire, beurre ou blanc ou chinois, si vous voulez, ou des monstres, comme vous voulez, Cheikh Anta Diop a demandé, ne fût-ce qu'1 millimètre ou 1 centimètre dans la même zone, de juste faire un prélèvement. Ils n'ont pas répondu. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. Vous savez pourquoi ils n'ont pas répondu? Je vais vous dire pourquoi, parce que des tas de personnes le savent. Parce qu'ils savent que le peuple pharaonique était noir. Noir charbon, et n'était pas beurre, blanc, chinois, extraterrestre, ou je ne sais pas quelle invention ils ont inventée. Le peuple pharaonique était noir, était Kemet. Ils n'avaient rien à voir avec ces images-là. Ces images qu'on vous montre là. Absolument rien à voir. Ça, c'est du lavage de cerveau. Aussi simplement que ça. Voilà, je m'arrête ici pour cette partie. Pour ceux qui viennent de s'abonner, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les autres, je vais vous raconter encore bien d'autres histoires. Et là, ce n'est que la première partie. Au revoir. Exactement, à ce niveau-là. C'est que l'espèce caucasienne n'est à l'origine d'aucune invention. Rien, zéro. Et pourquoi tout le monde le sait? Parce que les conditions climatiques, qui étaient celles de la glaciation, ne lui ont pas permis de rentrer en phase d'observation du fonctionnement de la nature. Ce sont des gens qui vivaient dans des grottes. Et c'est dans ce problème de grotte où on a défendu sa grotte contre celui qui venait, c'est-à-dire on a réduit vraiment au caractère primitif ce qu'on appelle la notion d'accueil de l'autre, qui fait que le comportement de l'Européen est toujours indexé à son comportement de l'époque quand il vivait dans les grottes. Et je tiens quand même à rappeler que les grottes existent jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis allé voir un certain nombre de nos grottes parce que les choses sont là, c'est-à-dire on n'a pas détruit les grottes sont là. Vous voyez? Donc ça c'est important de le souligner. Maintenant concernant l'attaque qui a été faite